Histoire le fou. Un homme ignorant qui fréquente des gens intelligents a toujours été plus loué qu'un homme sage qui fréquente des insensés. Car autant de profit et de renommée qu'on peut gagner du premier, autant de richesse et d'honneur on peut perdre par la faute du second. Et comme la preuve du pudding est dans le fait de le manger, vous saurez par l'histoire que je vais vous raconter si ma proposition est vraie. Il était une fois un homme riche comme la mer, mais comme il ne peut jamais y avoir de bonheur parfait dans ce monde, il avait un fils si oisif et si bon à rien qu'il ne pouvait pas distinguer un haricot d'un concombre. Ne pouvant plus supporter sa folie, il lui donna une bonne poignée d'écus et l'envoya faire du commerce au Levant. Car il savait bien que voir divers pays et se mêler à divers peuples éveille le génie, aiguise le jugement et rend les hommes experts. Mostchonné, car c'était le nom de son fils, monta à cheval et commença son voyage vers Venise, l'arsenal des merveilles du monde, pour s'embarquer à bord de quelques navires à destination du Caire. Et après avoir parcouru une bonne journée de voyage, il rencontra une personne qui se tenait fixée au pied d'un peuplier, à laquelle il dit: « Comment t'appelles-tu, mon garçon? D'où es-tu et quel est ton métier? » Et le garçon répondit: « Je m'appelle Lightning. Je viens d'Aroland et je peux courir comme le vent. J'aimerais en voir une preuve, dit Mostchonné. » Et Lightning répondit: « Attends un instant, et tu verras si c'est de la poussière ou de la farine. » Après qu'ils eurent attendu un moment, une biche bondit au-dessus de la plaine, et Lightning, la laissant passer quelque part, pour lui donner plus de loi, se précipita après elle si rapidement et avec un pied si léger qu'il aurait traversé la plaine. Un endroit couvert de farine sans laisser la marque de sa chaussure, et en 4 bonds il la rejoignit. Mostchonné, étonné de cet exploit, lui demanda s'il voulait venir vivre avec lui et promit de le payer royalement. Alors Lightning consentit, et ils continuèrent leur chemin ensemble. Mais ils n'avaient pas parcouru bien des kilomètres lorsqu'ils rencontrèrent un autre jeune, à qui Mostchonné dit: « Comment t'appelles-tu, camarade? De quel pays es-tu, et quel est ton métier? » « Mon nom, répondit le garçon, est Quickir. Je suis de Valley Curious. Et quand je pose mon oreille contre terre, j'entends tout ce qui se passe dans le monde sans bouger de place. J'aperçois les monopoles et les accords des commerçants pour augmenter les prix des choses, les mauvais offices des courtisans, les nominations des amants, les complots des voleurs, les rapports des espions, les plaintes des domestiques, les commérages des vieilles femmes et les serments des marins. Ainsi que personne n'a jamais pu découvrir autant que mes oreilles. Si cela est vrai, dit Mostchonné, dites-moi ce qu'on dit maintenant chez moi. Alors le garçon baissa l'oreille et répondit: Un vieil homme parle à sa femme et dit: Loué soit Sol en lion. J'ai perdu de vue ce camarade Mostchonné, ce visage de vieux. Point, de la vaisselle façonnée, ce clou dans mon cœur. En voyageant à travers le monde, il deviendra au moins un homme, et ne sera plus un tel imbécile, un tel niais, un tel perdant, un tel. Point, stop, s'écria Mostchonné, tu dis la vérité et je te crois. Alors viens avec moi, car tu as trouvé le chemin de la chance. Belle, eh bien? Dit le jeune. Ils continuèrent donc tous ensemble et parcoururent 10 000 plus loin, lorsqu'ils rencontrèrent un autre homme, à qui Mostchonné dit: Comment t'appelles-tu, mon brave homme? Où es-tu né, et que peux-tu faire au monde? Et l'homme répondit: Je m'appelle Shootstret. Je viens de Castle et Moelle. Et je peux tirer avec une arbalète si à bout portant qu'il touche une pomme sauvage au milieu. J'aimerais en voir la preuve, a déclaré Mostchonné. Alors le garçon chargea son arbalète,
visa et fit un petit saut du haut d'une pierre. Sur quoi Mostchonè le prit aussi, comme les autres, dans sa compagnie. Et ils continuèrent un autre jour de voyage, jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent des gens qui construisaient une grande jetée sous la chaleur torride du soleil et qui pourraient bien dire: Mon garçon, mets de l'eau dans le vin, car mon cœur brûle. Alors Mostchonè eut pitié d'eux et leur dit: Mes maîtres, comment avez-vous la tête pour vous tenir dans ce fourneau qui est bon pour rôtir un buffle? Et l'un d'eux répondit: Oh, nous sommes frais comme une rose. Car nous avons ici un jeune homme qui souffle sur nous par derrière de telle manière qu'il semble que souffle le vent d'ouest. Laissez-moi le voir, je vous en prie, s'écria Mostchonè. Alors le maçon appela le garçon et Mostchonè lui dit: Dis-moi, par la vie de ton père, quel est ton nom? De quel pays es-tu? Et quelle est ta profession? Et le garçon répondit: Je m'appelle Bloblast. Je viens du pays des vents. Et je peux faire tous les vents avec ma bouche. Si tu souhaites un zéphyr, j'en soufflerai un qui t'enverra dans des transports. Si tu souhaites une rafale, je démolirai les maisons. Voir, c'est croire, a déclaré Mostchonè. Sur quoi Bloblast souffla d'abord assez doucement, de sorte qu'il semblait être le vent qui souffle vers Posillipo vers le soir. Puis se tournant brusquement vers quelques arbres, il poussa un souffle si furieux qu'il déracina une rangée de chênes. Quand Mostchonè vit cela, il le prit pour compagnon. Et en cheminant encore plus loin, il rencontra un autre garçon, à qui il dit: Quel est ton nom, si je puis me permettre? D'où es-tu, si l'on peut demander? Et quel est ton métier, si c'est une belle question? Et le garçon répondit: Je m'appelle Strongback. Je suis de Valentino, et j'ai une telle force que je peux porter une montagne sur mon dos, et cela me semble n'être qu'une plume. S'il en est ainsi, dit Mostchonè, vous méritez d'être le roi de la douane, et vous devriez être choisi comme porte-étendard le 1er mai. Mais j'aimerais avoir une preuve de ce que vous faites. Dire. Alors Strongback commença à se charger de masses de roches, de troncs d'arbres et de tant d'autres poids que 1000 gros chariots n'auraient pas pu porter. Ce que, quand Mostchonè le vit, il convint avec le garçon de le rejoindre. Ils continuèrent donc leur voyage jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à Bellefleur, dont le roi avait une fille qui courait comme le vent et pouvait passer sur les blés ondulants sans plier l'oreille. Et le roi avait publié une proclamation selon laquelle quiconque parviendrait à la rattraper en courant la prendrait pour épouse, mais que quiconque resterait en arrière perdrait la tête. Lorsque Mostchonè arriva dans ce pays et entendit la proclamation, il alla directement vers le roi et lui proposa de courir avec sa fille, prenant le sage accord soit de gagner la course, soit d'y laisser sa tête. Mais le matin, il envoya informer le roi qu'il était malade et, ne pouvant courir lui-même, il enverrait un autre jeune homme à sa place. Viens qui veut, dit Ciannetella, car c'était la fille du roi. Je m'en fous, tout cela ne me fait rien. Alors, quand la grande place fut remplie de monde, venu voir la course, à tel point que les hommes pullulaient comme des fourmis, et que les fenêtres et les toits étaient tous pleins comme un œuf, Foudre sortit et prit place au sommet de la place, attendant le signal. Et voilà, Ciannetella sortit, vêtue d'une petite robe, retroussée à mi-jambe, et d'un joli petit soulier à semelle unique. Alors ils se placèrent épaule contre épaule, et dès que se fit entendre la tarantara et aussi les trompettes, ils s'élancèrent en courant avec une telle allure que leurs talons touchaient leurs épaules, et en vérité ils ressemblaient à des lièvres avec des lévriers les suivaient, des chevaux détachés de l'écurie ou des chiens avec des bouilloires attachés à la queue.
Mais Lightning, comme il l'était à la fois par son nom et par sa nature, laissa la princesse à plus d'une largeur de main derrière lui et arriva le premier au but. Alors vous auriez dû entendre les huzzas et les cris et le tumulte, les sifflements et les battements de mains de tout le monde, criant « Hurrah! Longue vie à l'étranger !» Alors le visage de Ciantella devint rouge comme celui d'un écolier qu'on va fouetter, et elle resta perdue dans la honte et la confusion en se voyant vaincue. Mais comme il y avait 2 manches à disputer, elle se mit à réfléchir aux moyens de se venger de cet affront. Et en rentrant chez elle, elle mit un charme dans un anneau d'une telle puissance que si quelqu'un le portait au doigt, ses jambes chanceleraient au point qu'il ne pourrait plus marcher, encore moins courir. Puis elle l'envoya en cadeau à Lightning, le suppliant de le porter à son doigt par amour pour elle. Oreille vite, qui entendit ce stratagème tramé entre le père et la fille, ne dit rien et attendit de voir le résultat de l'affaire. Et quand, au clairon des oiseaux, le soleil fouettait la nuit, qui était assise sur l'âne des ombres, ils retournèrent au champ, où, au signal habituel, ils se mirent à battre les talons. Mais si Ciantella était comme une autre Atalante, Lightning n'en était pas moins devenu comme un vieil âne et un cheval crevé, car il ne pouvait pas faire un pas. Mais Tire-Droit, qui vit le danger de son camarade et entendit par oreille rapide comment les choses en étaient, saisit son arbalète et tira un carreau si exactement qu'il toucha le doigt de foudre, et la pierre s'envola de l'anneau dans lequel la vertu du charme était. Sur quoi ses jambes, qui avaient été liées, furent libérées, et avec 4 sauts de chèvre, il dépassa Ciantella et gagna la course. Le roi voyant cette victoire d'un imbécile, la palme ainsi emportée par un niais, le triomphe d'un imbécile, se demanda sérieusement s'il lui donnerait ou non sa fille. Et prenant conseil avec les sages de sa cour, ils répondirent que Ciantella n'était pas une bouchée pour la dent d'un si misérable chien et d'un si mauvais oiseau, et que, sans rompre sa parole, il pouvait commuer la promesse de sa fille. Pour un cadeau de couronne, qui serait plus du goût d'un pauvre mendiant comme Moscione que de toutes les femmes du monde. Ce conseil plut au roi et il demanda à Moscione combien d'argent il prendrait à la place de la femme qui lui avait été promise. Alors Moscione, après avoir consulté les autres, répondit : « Je prendrai autant d'or et d'argent qu'un de mes camarades pourra emporter sur son dos. » Le roi consentit, sur quoi ils amenèrent Strongback, sur lequel ils commencèrent à charger des balles de ducat, des sacs de pataka, de grandes bourses pleines d'écus, des tonneaux de monnaie de cuivre, des coffres pleins de chaînes et d'anneaux. Mais plus ils le chargeaient, plus il se tenait ferme, comme une tour, de sorte que le trésor, les banques, les usuriers et les marchands d'argent de la ville ne suffisaient pas, et il envoya vers tous les grands gens de toutes parts d'emprunter leurs chandeliers, bassines, cruches, assiettes, plateaux et paniers en argent. Et pourtant tout n'était pas suffisant pour compléter le chargement. Enfin ils s'en allèrent, non chargés mais fatigués et satisfaits. Quand les conseillers virent quel tas et quel magasin emportaient ces 6 misérables chiens, ils dirent au roi que c'était une grande embûche que de les charger de tous les tendons de son royaume, et qu'il serait bien d'envoyer des gens après pour alléger le fardeau de cet Atlas qui portait sur ses épaules un ciel de trésors. Le roi écouta cet avis et envoya immédiatement un groupe d'hommes armés, à pied et à cheval, pour atteindre Moscione et ses amis. Mais Oreille Rapide, qui avait entendu ce conseil, en informa ses camarades. Et tandis que la poussière montait au ciel sous le piétinement de ceux qui venaient décharger la riche cargaison, Bloblast,
voyant que les choses allaient mal, se mit à souffler avec une telle cadence que non seulement il fit les ennemis tombent à terre, mais il les envoie voler à plus d'1 mille de distance, comme le vent du nord fait les gens qui traversent ce pays. Ainsi, sans rencontrer aucun obstacle, Moscione arriva à la maison de son père, où il partagea le butin avec ses compagnons, car, comme le dit le proverbe, une bonne action mérite une bonne action. Il les renvoya donc contents et heureux. Mais il resta avec son père, riche au-delà de toute mesure, et se vit un niais chargé d'or, ne démentant pas le dicton. Le ciel envoie des biscuits à celui qui n'a pas de dents. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.